Bonjour, je suis Jean-Philippe Reynaud, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine de Toulouse et je suis chef de service au CHU de Toulouse à l'hôpital Purpan. Aujourd'hui, je vais traiter pour vous la question des troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent. En termes d'épidémiologie, euh, les troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent sont fréquents. La prévalence globale est estimée entre 8 et 22%. On peut dire en moyenne qu'il y a 12% des enfants qui, à un moment donné, présentent des troubles anxieux, ce qui est énorme si on compare par exemple avec la prévalence de l'autisme, qui est de 1 pour 50 ou 1%, ou la prévalence de la dépression autour de 4-5%. Dans les antécédents des adultes qui présentent un trouble anxieux, on retrouve dans 80% des cas des troubles anxieux dans l'enfance, ce qui signifie qu'il est très important de dépister ces troubles anxieux quand les enfants sont jeunes ou quand les adolescents sont encore au collège ou au lycée et de les traiter. Les filles sont un peu plus touchées que les garçons et il existe, ça peut-être vous en avez l'expérience, des familles avec des troubles anxieux à différents niveaux de la fratrie ou des générations. Alors, l'infirmier va être confronté à différentes manifestations des troubles anxieux chez l'enfant et chez l'adolescent. Il peut être confronté à des manifestations d'angoisse, à ce que l'on appelle l'angoisse de séparation. On va reprendre tout ça dans les diapositives suivantes, à des états de panique, à des manifestations phobiques, obsessionnelles, mais aussi à des manifestations physiques, corporelles de l'anxiété ou de l'angoisse, et également à une inhibition anxieuse. Nous allons reprendre ces différents points. Alors, tout d'abord, en préliminaire, il nous faut essayer de définir l'angoisse. L'angoisse est définie classiquement comme un vécu pénible d'insécurité, de menace, euh, qui est lié à un danger indéterminé, c'est ce que l'on appelle la peur sans objet, ou bien qui peut être lié aussi à des événements qui impliquent un danger potentiel, que ce soit un danger physique ou un danger psychologique. Par exemple, ça peut être la question de la séparation, la question de passer un examen, une évaluation, ou bien aussi, dans nos métiers, passer être soumis à un acte médical ou à un acte infirmier, qui souvent d'ailleurs nécessite aussi une séparation. Alors, le principe de ce vécu pénible d'insécurité et de menace, c'est que on va parler d'angoisse lorsqu'il est disproportionné ou lorsqu'il est inadéquat par rapport à la réalité de la situation. La première chose à faire en clinique, c'est toujours de distinguer en pédopsychiatrie ce qui est du registre du normal et ce qui est du registre du pathologique. L'angoisse, elle fait partie du développement normal de l'enfant. Par exemple, sur l'image que vous avez ici à l'écran, vous voyez une petite fille qui regarde euh, un, un film sur des images sur Internet et qui est effrayé, et à côté, un autre enfant qui, lui, n'a pas l'air du tout inquiet. Évidemment, il est plutôt sain, il est plutôt protecteur que l'enfant manifeste son inquiétude et manifeste sa frayeur face à des images qui pourraient la choquer. Donc cette angoisse, elle peut être utile, elle peut être protectrice, elle peut être maturative, et en particulier, on peut donner l'exemple de l'angoisse de séparation. L'angoisse de séparation, l'enfant va la dépasser progressivement pour pouvoir grandir et s'autonomiser et pouvoir aller par exemple chez les copains pour les fameuses soirées pyjama. Chez un enfant, comment se manifeste l'angoisse? Alors d'abord, c'est très souvent les parents et l'environnement qui vous les décrit. Les parents, l'école, la crèche, le centre de loisirs, etc. C'est plus rare qu'un enfant les verbalise, et du coup, on va être amené à aller rechercher les manifestations fonctionnelles ou corporelles de l'angoisse. Une des caractéristiques des manifestations d'anxiété chez l'enfant, quand elles sont plutôt corporelles, c'est que leur localisation est changeante. Mal de tête, mal au ventre, euh, nausées, etc. Douleurs, euh, douleurs diverses chez les adolescentes qui les amènent à aller à l'infirmerie, etc.
L'enfant peut également manifester des craintes sur sa santé, sur la santé des gens qui l'entourent, et des questionnements sur la mort de façon disproportionnée. Il peut y avoir aussi des troubles au moment de la séparation pour le coucher, ce qu'on appelle l'ère transitionnelle de sommeil, et également il peut y avoir des troubles du sommeil plus classiques avec des réveils nocturnes, des réveils précoces, des cauchemars, etc. On peut voir aussi des troubles du comportement qui sont souvent mis sous le compte de la colère, de l'instabilité, de l'irritabilité, de l'opposition, mais on peut voir aussi de l'agitation ou au contraire des enfants très inhibés, très ralentis. Alors on va commencer par l'angoisse de séparation. On va regarder un petit peu les uns après les autres les différentes manifestations que je vous ai citées. L'angoisse de séparation, c'est le trouble le plus fréquent chez l'enfant avant la puberté. On estime sa prévalence autour de entre 3,5 et 5,4%. Encore une fois, elle a une valeur maturative et on ne parlera de trouble que quand c'est envahissant et que ça a un impact important. Et il y a deux pics de fréquence que vous connaissez qui sont 6 ans, le moment de l'entrée à l'école élémentaire, et puis 11 ans, le moment du passage au collège, parce que ce sont des événements qui sont souvent un peu anxiogènes chez les enfants. Quelles sont les manifestations de l'angoisse de séparation? Tout d'abord une détresse au moment de la séparation, mais aussi parfois par anticipation de cette séparation. Ça peut aller jusqu'à de véritables états de panique, qu'on décrira tout à l'heure, avec des manifestations somatiques, hein, des vomissements, des nausées avant d'aller à l'école, etc. Ça peut aussi s'exprimer à travers de l'agressivité ou à travers une crainte permanente d'être éloigné de son milieu familial ou des objets d'attachement principaux. C'est ce qui prive les enfants du coup d'aller à des sorties avec l'école ou bien d'aller chez les copains ou dans la famille, etc. Le deuxième type de manifestation de l'angoisse de séparation, c'est ce qu'on appelle des ruminations et des préoccupations morbides autour de l'intégrité de sa famille. Est-ce que dans ma famille, on peut tomber malade? Est-ce qu'on peut mourir? Est-ce que je peux tomber malade ou est-ce que je peux mourir? Mais aussi des cauchemars et toujours pareil, des préoccupations sur la mort. Évidemment, vous vous en doutez, la période qu'on traverse actuellement avec l'épidémie du Covid a exacerbé chez beaucoup d'enfants ce type de manifestation anxieuse. Et puis, l'angoisse de séparation, elle se manifeste aussi par ce qu'on appelle la nostalgie du chez-soi, quand les enfants sont en vacances, en colonie de vacances, dans la famille ou autre, eh bien, ils ont une espèce de manque par rapport à leur famille et par rapport à leur maison. Le deuxième grand trouble que l'on peut observer, c'est ce qu'on appelle le trouble panique. Le trouble panique, chez l'enfant comme chez l'adulte, c'est une répétition d'attaques de panique successives. Et l'attaque de panique, vous connaissez bien, hein, souvent, euh, c'est une crise d'anxiété paroxystique, c'est-à-dire très aiguë, qui survient brutalement, mais qui a en général une évolution assez brève. C'est la définition de la crise. La crise, elle a un début, un sommet et une fin relativement rapide. Mais elle peut être extrêmement impressionnante. Alors, il y a 4 types de manifestations dans le trouble panique. Des manifestations d'ordre subjectif, des manifestations physiques, et là l'infirmier va être souvent euh, à la croisée des chemins pour essayer de voir s'il s'agit de quelque chose de somatique ou s'il s'agit de quelque chose lié à l'anxiété ou si c'est un peu des deux, ça peut arriver. D'où l'intérêt pour l'infirmier d'avoir à la fois des connaissances en psychiatrie, en psychologie, mais d'avoir aussi des bonnes connaissances sur le plan de la pédiatrie et du somatique. Il peut y avoir aussi des manifestations psychosensorielles et des manifestations comportementales. On va les détailler un petit peu. Alors, les manifestations subjectives du trouble panique, c'est par exemple la peur de mourir alors qu'il n'y a pas de raison, la peur de devenir fou et la peur de perdre son contrôle, de perdre le contrôle de sa vie et de son comportement. Les manifestations physiques, ça peut être des palpitations, des tremblements, des sueurs, des dyspnées, euh, des vertiges, des paresthésies, hein, des fourmis à l'extrémité par exemple des membres, des douleurs, maux de tête, maux de ventre, règles douloureuses par exemple, des choses comme ça, des nausées. Vous voyez, beaucoup de signes que vous connaissez comme étant des signes quand même
de l'angoisse et de l'anxiété. Les symptômes psychosensoriels dans le trouble panique, ce sont des troubles des perceptions sensorielles, c'est-à-dire la vision, l'audition, éventuellement le toucher. Et donc, vous voyez sur cette illustration que on est quand même beaucoup plus proche de quelque chose qui ressemblerait à une perte de contact avec le réel, une dépersonnalisation, une déréalisation. Ce qui veut dire aussi que ce genre de manifestation n'est pas uniquement observé dans les maladies psychotiques, mais qu'on peut aussi les observer dans les problématiques anxieuses très envahissantes ou très débordantes, notamment chez les enfants. Les manifestations comportementales de l'état de panique, pour finir, c'est des enfants qui vont appeler à l'aide, qui vont être en permanence en recherche de sécurité, et qui vont notamment se mettre dans une situation d'évitement, hein, qui vont vouloir se mettre à l'abri en fait par rapport à certaines situations qui les angoissent. Le troisième type de trouble anxieux qu'on peut voir chez l'enfant, ce sont les phobies. Donc les phobies, comme on vous l'a expliqué en psychiatrie d'adulte, sont des peurs irrationnelles qui peuvent concerner un objet, un couteau, un fer à repasser, une épingle à nourrice, ou bien qui peuvent aussi concerner une situation. Hein. Elles sont objectivement dépourvues de danger. Par exemple, nous savons tous qu'une petite araignée dans nos contrées n'est pas très dangereuse, mais elle peut déclencher une angoisse très très importante et s'y associe très souvent ce qu'on appelle un évitement, c'est-à-dire que l'enfant va essayer d'éviter la situation phobogène, hein, qui est à l'origine de sa phobie, et puis d'autres types de comportements qui sont des comportements de réassurance. Et pour se rassurer, l'enfant va avoir tendance à avoir un objet contraphobique, un objet qui le rassure, voire parfois une personne qui le rassure. Chez les préadolescents ou les adolescents, il va y avoir comme ça une copine ou un copain qui va devenir absolument indispensable pour toutes les démarches de la vie de tous les jours. Alors l'infirmier, il est très bien placé pour dépister les phobies, mais il faut qu'il connaisse aussi un certain nombre de phobies de peurs qui sont normales, ordinaires au cours du développement. Donc là, je vous ai mis sur cette diapositive un certain nombre de petits repères. La peur de l'étranger vers 8 mois, la peur du noir vers 2 ans, la peur des gros animaux vers 3-4 ans et des petits animaux vers 4-5 ans. Et puis, plus ils grandissent, plus les enfants vont avoir peur d'animaux ou de microbes plus petits, des maladies, de la mort, de choses un peu plus symboliques. Et on a bien vu, donc, au cours de l'épidémie, une fois de plus, du Covid, les enfants ont pris conscience d'un certain nombre de dangers et ont pu développer pour un certain nombre d'entre eux des phobies. Moi, j'ai vu des enfants qui, lorsqu'on leur a dit à un moment donné qu'ils pouvaient enlever le masque, ne voulaient pas enlever le masque parce qu'ils avaient peur de contaminer les autres, de se contaminer. Donc ça, ce sont les phobies normales qu'il faut que, enfin les phobies qui entrent dans le cadre du développement ordinaire de l'enfant. C'est bien que vous les connaissiez pour pouvoir notamment conseiller les gens qui vous consultent, ou les patients, ou les parents, ou les collègues, des fois. Alors, c'est pathologique, la phobie, quand la peur ne disparaît pas avec l'âge, quand l'intensité, la persistance et l'angoisse sont très importants, envahissants, quand on n'arrive pas à apaiser, à rassurer, à consoler l'enfant, quand les processus contraphobiques, c'est-à-dire, vous vous rappelez, hein, les objets contraphobiques, les personnes contraphobiques sont complexes et nocifs. Nocif, ça veut dire que ça a un impact sur la vie sociale de l'enfant, sur son intégration sociale. Et puis, on peut se poser la question aussi de est-ce que dans le développement de l'enfant, un enfant qui n'aurait peur de rien, qui n'aurait jamais peur de quoi que ce soit, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter un petit peu aussi? Ça, c'est une autre question. Parmi les phobies, il y a une catégorie de phobies particulières qui sont les phobies sociales, qui sont bien connues en particulier au moment de l'adolescence, avec les changements corporels, avec les contraintes de la socialisation et de la sexualité, de la vie amoureuse à l'adolescence. On voit des adolescents qui peuvent développer des phobies sociales, c'est-à-dire la difficulté de parler en public, la peur de rougir ou le fait de rougir. La peur de rougir, c'est l'érotophobie, mais il y a aussi des adolescents, des adolescentes qui disent que à peine ils prennent la parole ou à peine ils sont interrogés,
Ils se mettent à rougir, ce qui évidemment va les inhiber beaucoup. Il y a ce souci comme ça de l'opinion de l'autre, du regard de l'autre. Est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis, est-ce que j'entre, dans la conformité? Et vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le pouvoir très fort de l'image, et de la diffusion de l'image sur les réseaux sociaux, ben, cette idée de conformité, est devenue extrêmement envahissante. Une autre catégorie de phobies, ce sont les phobies scolaires. Alors les phobies scolaires ne sont pas vraiment des phobies. On parle plutôt aujourd'hui de refus scolaire anxieux. Elles toucheraient 2 des enfants d'âge scolaire, ce qui est fréquent, avec, tout ce qui s'est passé autour de la scolarité dans le cadre du Covid, de l'épidémie du Covid, ben, on a eu une explosion de phobie scolaire, de décrochage scolaire, etc. Donc, c'est caractérisé par un refus d'aller à l'école ou au collège ou au lycée, associé à des manifestations d'angoisse. S'il n'y a pas de manifestation d'angoisse, c'est un refus scolaire, une opposition à la scolarité, peut-être éventuellement une fainéantise, moi j'en sais rien, mais ce n'est pas un refus scolaire anxieux. Ça peut aller jusqu'à des états de panique, tels que je vous ai décrits un peu plus haut. En général, l'enfant, l'adolescent n'est pas accessible au raisonnement, et il peut y avoir des troubles associés comme des dépressions, d'autres troubles anxieux, euh, éventuellement au bout d'un moment quand même un décrochage par rapport aux apprentissages, etc. Alors ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'IDE va jouer un rôle souvent très important, notamment lorsqu'il travaille en milieu scolaire, et que c'est une urgence thérapeutique, hein. Il ne faut pas laisser durer une phobie scolaire. C'est très important. Plus tôt on va intervenir, d'abord dépister et ensuite intervenir, et meilleur sera le pronostic. Si on laisse passer trop de temps, ça va être très très difficile de revenir au collège ou à l'école. Alors voilà pour les phobies. Il existe également des manifestations obsessionnelles, ce qu'on appelle des obsessions. Donc, vous connaissez l'expression trouble obsessionnel compulsif. Donc, dans les troubles obsessionnels compulsifs, chez l'enfant comme chez l'adulte, vous avez des obsessions, c'est-à-dire une idée ou une conduite qui s'impose. Je me sens obligé de me laver les mains. Donc, ça peut être 20 fois, 30 fois, 40 fois par jour. Là aussi, le Covid et les recommandations qui ont été faites d'hygiène, etc., n'ont rien arrangé. Obsession, rituel, compulsion. Donc, les rituels, ce sont des rituels que l'enfant met en place ou l'adolescent à valeur magique. En accomplissant ce rituel, il pense qu'il va quelque part exorciser, annuler les idées qu'il a dans la tête. Donc ça va le soulager, mais en fait ce rituel devient lui aussi répétitif, impératif, compulsif, et va être aussi très envahissant. La compulsion, ben, le sujet se sent obligé de penser ou de faire quelque chose, tout en ayant tout à fait conscience de l'inutilité objective de ce comportement. Alors, il y a des comportements ritualisés au cours du développement, et c'est bien que l'infirmier, pour pouvoir dépister quand c'est pathologique et pour pouvoir aussi conseiller les enfants, les adolescents et leurs familles ou les collègues, il doit connaître ces comportements qui ont une allure obsessionnelle, mais qui sont tout à fait ordinaires. Alors par exemple, les bébés, vous le savez, hein, les bébés qui jettent les objets hors du berceau ou hors du parc, et qui prennent beaucoup de plaisir à ce qu'on les leur remette dans le parc, et ensuite ils les rejettent, etc. Certains rituels d'endormissement jusqu'à 2-3 ans, les rituels de vérification, vérifier que tous les volets sont fermés, vérifier qu'il n'y a personne à l'extérieur, etc. Les rituels autour de la propreté, les préoccupations concernant la maladie et la mort, avec des questions qui viennent souvent. Tout ce qui va tourner autour de 6-9 ans, autour du respect des règles. Vous savez que c'est l'âge où les enfants vont être extrêmement à cheval sur les règles. Il faut attacher sa ceinture, il faut manger 4 fruits ou 5 fruits et légumes par jour pour ne pas mourir, etc. Le collectionnisme va un peu dans ce sens-là. C'est cette période où les enfants collectionnent un tas de choses et où bien sûr les gens du business en profitent pour leur donner des bonnes habitudes de consommation, Pokémon, cartes diverses et variées. Et puis, c'est à ça aussi que se rattache le perfectionnisme scolaire. Pendant toute une période, les enfants vont vouloir faire le plus possible, le mieux possible leur travail scolaire. Et puis, vous savez bien qu'après la puberté, ça devient moins une préoccupation prioritaire.
Quand les manifestations obsessionnelles sont-elles pathologiques? Ben, c'est toujours un peu le même principe, c'est quand l'enfant est envahi par ses symptômes, ses obsessions, ses rituels répétitifs, quand il est envahi par l'angoisse, notamment s'il n'arrive pas à faire ses rituels, et quand il est envahi aussi par le doute est quelque chose d'assez particulier, caractéristique des TOC, hein, c'est-à-dire de tout le temps se demander si on a bien fait les choses, si ça suffit, si c'est adapté, est-ce qu'il ne faut pas recommencer, etc. Ce qui met l'enfant dans une situation extrêmement inconfortable. Ces manifestations, quand elles provoquent une inhibition scolaire chez l'enfant, un enfant qui a des bonnes capacités et qui se retrouve euh, en train de moins valoriser ses capacités parce qu'il est timide, parce qu'il est plein de scrupules, d'hésitations, de doutes, etc. Vous savez, ce sont des enfants qui ont besoin qu'on leur fasse re-réciter à chaque fois la leçon. Ils sont jamais sûrs d'eux, même si les parents disent si c'est tout. Quand l'enfant met en place une intellectualisation qui n'est pas en rapport avec son âge, ça c'est une stratégie défensive, hein, des enfants qui vont être un peu des pseudo-savants comme ça, parce que ça leur permet de se protéger de leurs inquiétudes. Et puis aussi quand on voit apparaître des tics, notamment des tics faciaux, des tics des yeux, des tics de la bouche, etc. Éventuellement des manifestations dépressives, et surtout un sentiment d'insécurité important. Il existe également des manifestations somatiques de l'angoisse, et là il faut que les infirmiers soient extrêmement formés, compétents là-dessus. On les voit surtout chez les tout petits, hein, l'angoisse s'exprime beaucoup chez les petits par des vomissements, des régurgitations, des nausées, des maux de tête, des moments de prostration, etc. Mais on le voit aussi chez les enfants plus grands. Et là, il va falloir faire la part de ce qui est lié à l'anxiété, ce qui est lié à une problématique somatique, en sachant qu'une problématique somatique peut générer de l'anxiété, hein. Alors c'est ce qui est intéressant dans nos métiers en même temps, hein, c'est que il suffit pas d'avoir une grille ou d'avoir euh, des modèles simples. Il faut être un petit peu quand même clinicien et avoir des capacités à explorer et à nuancer les choses. Alors quand est-ce que les manifestations somatiques euh, d'origine psychologique ou émotionnelle doivent nous inquiéter? Alors d'abord, la première chose, c'est que pour s'inquiéter à bon escient, il faut explorer à la fois le somatique et le psychique. C'est pour ça que les psychiatres sont aussi des médecins. C'est pour ça que les infirmiers qui travaillent en pédopsychiatrie sont des infirmiers avec une bonne formation aux troubles fonctionnels et aux troubles somatiques. Ne jamais considérer des troubles à expression somatique comme rien, ne jamais dire à un enfant ou un adolescent, bon, ben, la bonne nouvelle c'est que tu n'as rien, parce qu'il n'a pas rien. Ce n'est pas non plus une simulation, hein. L'enfant ne fait pas semblant, l'enfant a une souffrance, il faut lui expliquer avec ses mots à lui, des mots adaptés à son âge et à sa compréhension, que, ben oui, parfois le cerveau peut générer des souffrances physiques, des douleurs physiques, des manifestations physiques, parce que des choses nous angoissent, parce que des choses nous traumatisent, parce que des choses nous bouleversent, hein. Voilà. Et bien sûr, la règle, ça devrait être la règle en médecine, en tout cas la règle pour les troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent, c'est de ne jamais se contenter de traiter que les symptômes qui se voient, c'est-à-dire l'agitation, l'angoisse, le, ce qu'on disait tout à l'heure, la dyspnée, les palpitations, etc. Mais toujours essayer d'aller voir derrière quelles sont les émotions et quelles sont les manifestations anxieuses sous-jacentes. Ok? Alors, pour finir, je voulais vous parler d'un concept un peu particulier qui est le concept d'inhibition. L'inhibition, ben, vous savez tous ce que c'est. On sait tous que quand on est anxieux, on peut avoir une perte de moyens, une perte de capacité, une retenue, hein. Alors, on ne le voit pas bien là sur l'écran, mais j'arrive pas à le rendre plus visible. Ben, c'est l'enfant qui monte au- dans les situations quotidiennes, qui monte au plongeoir de 3 mètres, et une fois qu'il est là-haut, il n'arrive pas à sauter parce qu'il est anxieux. On peut voir une inhibition intellectuelle, l'enfant qui perd ses moyens au moment de l'oral ou au moment de l'examen, euh, une inhibition verbale et aussi une inhibition motrice, avec des enfants qui tout d'un coup perdent leurs moyens et deviennent maladroits alors qu'ils ne le sont pas quand ils sont en situation où ils se sentent en sécurité. Alors, il existe bien sûr une inhibition normale. C'est dans certaines situations, heureusement, qu'on est capable d'inhiber, par exemple, nos pulsions ou d'inhiber
notre envie d'être un peu agressif ou autre. Il y a aussi des périodes où les enfants dans leur développement sont un peu plus inhibés, généralement autour de la puberté, mais il ne faut pas tout expliquer par la timidité. L'inhibition peut donner l'impression parfois que l'enfant n'a pas de bonne capacité cognitive, ça peut donner l'impression d'une pseudo-déficience intellectuelle. Et il faut aussi avoir à l'esprit qu'il peut y avoir aussi un cercle vicieux auto-aggravant, c'est-à-dire comme je suis inhibé, finalement j'ai moins accès aux apprentissages, au savoir, à la culture, etc. Et du coup, au bout d'un moment, effectivement, ça devient plutôt vrai que j'ai moins de compétences et moins de savoir. euh, donc il faut vraiment dépister, aider ces enfants pour qu'ils puissent exprimer leurs compétences et également enrichir leurs compétences au fur et à mesure du développement. Alors l'inhibition, elle peut se manifester au niveau du corps. Un bébé, un enfant, un adolescent qui sera emprunté, raide, figé, avec une mimique appauvrie, avec un ralentissement moteur. On dit hypomimie, hypomotricité. Elle peut s'exprimer dans le langage, avec un langage qui va être pauvre, qui parfois sera troublé avec des erreurs dans l'expression, etc., des manques de mots. Elle peut s'exprimer dans le fonctionnement intellectuel, un enfant qui va avoir du mal à penser, à comprendre, à évoquer, à associer, comme on dit en psychiatrie, à participer par exemple à une activité de groupe qui demande de s'exprimer beaucoup verbalement. Et puis, elle peut s'exprimer au niveau de l'imaginaire, des enfants qui vont avoir une imagination moins importante. Vous savez que les enfants, il suffit parfois de jouer un petit peu avec eux et on voit très bien que leur imagination est foisonnante. Ben, ces enfants-là vont avoir davantage tendance à recopier des choses qu'ils ont vues, à être dans des comportements ou des jeux répétitifs, plutôt que, comme le font les enfants classiquement, d'élargir leur champ de l'imaginaire, du jeu, de la symbolique, etc. Et puis dans la vie relationnelle, on peut voir des enfants qui font moins de liens, qui sont moins euh, dans la facilité à exprimer leurs émotions, qui vont être davantage repliés sur eux-mêmes, etc. Et bien entendu, là aussi, cercle vicieux auto-aggravant avec des difficultés à enrichir son développement. Alors, juste une diapo sur le traitement. Mais les bases, elles sont simples, hein. Quand un enfant présente un trouble anxieux, euh, on va d'abord en premier proposer une psychothérapie, une fois que le diagnostic est posé et que l'évaluation fonctionnelle est faite. Et là, ce sont les thérapies comportementales et cognitives, mais aussi les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, les approches systémiques. Il peut y avoir des approches familiales, hein, où tout le monde est impliqué. On peut aussi proposer des thérapies de groupe dans ces différentes catégories de thérapie aux enfants. La relaxation et la sophrologie, par exemple, peuvent être très utiles. Euh, Peu de médicaments, on utilise peu les médicaments, notamment chez les enfants jeunes, peu de psychotropes. Éventuellement, si on doit utiliser un médicament à un moment donné, ça sera de façon très brève pour les anxiolytiques, hein, mais sinon pour les antidépresseurs, c'est les antidépresseurs, paradoxalement, qui semblent marcher le mieux sur les troubles obsessionnels compulsifs, sur les phobies ou sur d'autres troubles anxieux. Et puis n'oubliez pas que dans les troubles anxieux, vous pouvez avoir des troubles associés. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une comorbidité avec une dépression. On dit souvent trouble anxio-dépressif. Vous pouvez avoir aussi une comorbidité avec un trouble neurodéveloppemental. Un enfant peut aussi être anxieux et avoir une dyslexie, avoir une dyspraxie, etc. Donc il faut quand même que ces diagnostics soient faits et que l'on traite parce que évidemment, le fait d'avoir des difficultés avec la lecture, par exemple, peut majorer une anxiété sociale ou peut majorer une inhibition anxieuse. Alors en conclusion, quels sont les principaux messages à retenir? Premièrement, les troubles anxieux, il faut que vous vous rappeliez que c'est parmi les troubles les plus fréquents, les troubles psychiatriques les plus fréquents chez l'enfant et l'adolescent. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup d'émissions spécialisées sur les troubles anxieux, alors qu'on entend beaucoup parler de l'anorexie, de l'autisme, etc. S'ils ne sont pas dépistés et s'ils ne sont pas pris en charge, ils perdurent très souvent à l'âge adulte, donc un coût très important pour l'individu et pour la société tout au long de la vie. Les troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent peuvent être à l'origine d'une souffrance et d'un véritable handicap, d'une perte de chance considérable. Ils peuvent aussi se compliquer, je viens de le dire, de dépression, mais aussi d'idées suicidaires, de désinsertion sociale, d'échecs scolaires, etc.
Il existe aujourd'hui des traitements, des psychothérapies et éventuellement des traitements médicamenteux qui sont efficaces. Donc ce serait dommage de ne pas aider ces enfants. Les infirmiers jouent un rôle important dans le dépistage des troubles anxieux, mais aussi dans l'orientation, notamment évidemment les infirmiers qui exercent en pédopsychiatrie, mais aussi les infirmiers qui exercent en soins somatiques. Vous l'avez compris, souvent ces infirmiers vont avoir à dépister et à prendre en charge les manifestations somatiques de l'angoisse, mais aussi on sait que les manifestations d'anxiété sont fréquents chez les enfants qui ont des troubles somatiques, un cancer, une mucoviscidose, une insuffisance rénale, enfin tout peut être, l'asthme peut être à l'origine de l'anxiété. Et pour les infirmiers qui travaillent en milieu scolaire, là il faut faire peut-être un petit focus particulier pour dire que l'infirmerie, notamment au collège et au lycée, parce qu'il n'y a pas d'infirmerie dans l'école élémentaire, mais l'infirmerie est souvent un refuge pour les adolescents qui ont un trouble anxieux, et l'infirmier va être un allié très précieux pour ces patients-là, mais aussi pour les thérapeutes qui sont à l'extérieur et qui ont besoin qu'on fasse des aménagements particuliers pour ces jeunes. Je vous remercie.